carrosserie de la nouvelle Opel Astra est taillée dans un acier haute résistance. Elle est entièrement galvanisée et bénéficie d'une garantie anti-corrosion de 12 ans. Nouvelle Opel Astra, elle rouille autant qu'un poisson. Nous sommes jeunes mariés et à notre âge, on ne se prend pas la tête. Par exemple, lorsqu'il m'a dit... Cet été, on va faire du surf. Je ne l'ai pas découragé. Oh là, quelle bonne idée! Et quand il m'a dit... Je te prends une planche aussi. J'ai continué dans son sens. Je préférais une mini-planche avec des boutons pour téléphoner. Oh là, j'ai compris. Comme ça, on a passé des vacances formidables. Moi sur le dos, Louis sur le ventre. Le coffret Nokia de Holla est à 490 francs seulement. Holla, pensez pour toutes les poches. Bonjour, souvent décrié, très souvent critiqué, le journal de 20 heures reste pourtant l'inusable, l'éternel carrefour entre une très très grande masse de Français et l'actualité du jour. Mais qu'est-ce que c'est exactement ces 40 minutes de télévision pendant lesquelles on fait mine de nous dire comment va la Terre? Est-ce que c'est de l'information? Est-ce que c'est du spectacle? Est-ce que ça ne tiendrait pas plutôt d'une sorte de liturgie? Ou est-ce que ce ne serait pas finalement un peu de tout ça à la fois? Et celui qui fait mine de nous donner justement les nouvelles du jour et de se contenter de faire ça, finalement, est-ce qu'en douce, il ne ferait pas un tout petit peu autre chose, c'est-à-dire nous faire passer sa propre sensibilité, ses propres réactions et sa propre vision du monde? C'est pour tenter de répondre à toutes ces questions que nous avons invité aujourd'hui les deux présentateurs des deux principaux journaux de 20 heures, que je commence par remercier d'avoir répondu à notre invitation, puisque pour la première fois, on va pouvoir vous regarder sans zapper. Merci de l'avoir fait sur la 5e. Alors, vos deux visages à tous les deux sont tellement connus des téléspectateurs qu'il peut paraître presque incongru de vous présenter. Je vais quand même le faire. Claude Sérillon, vous présentez le 20h de France 2 depuis la rentrée, mais vous n'êtes pas un nouveau venu dans la famille des hommes troncs, puisque vous aviez déjà présenté le même journal de 20h il y a une dizaine d'années. Et Patrick Poivre d'Arvor, qui présentait le 20h de TF1 depuis je ne sais plus combien, plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Et vous êtes présentateur de journaux télé depuis 22 ans, je crois. J'ai présenté 7 ans sur la chaîne de Claude. Voilà. Voilà. Et on était ensemble et on a démarré ensemble. C'est-à-dire que vous connaissez, alors pour que, les choses soient claires, vous connaissez, vous avez travaillé ensemble. Et on s'aime bien. Les choses sont claires. Bon, alors je ne sais pas si vous aimerez autant après l'émission, on verra bien. Et on ne fait pas mine. J'ai pas aimé votre présentation, franchement. Alors, on ne fait pas mine, on fait notre métier, c'est tout. Très bien. On ne fait pas mine d'informer, on informe, on essaie en tout cas. Alors, on aura 52 minutes pour expliquer comment vous faites mine ou vous ne faites pas mine. Est-ce que depuis la rentrée, vous vous êtes parlé, rencontré, Claude Sérillon? Patrick, très amicalement, m'a téléphoné 2 fois, je crois, au moment où je démarrais, je revenais à ce poste. Donc oui, on se parle, mais c'est des rapports tout à fait normaux. Il y a une concurrence, il y a 2 chaînes qui font 2 journaux et 2 programmes. Donc voilà, il y a une concurrence. Mais ça n'empêche qu'on se connaît depuis longtemps et qu'on se suit. Et est-ce que chacun de vous deux regardez systématiquement le journal de l'autre pour savoir comment il a traité? Oui, depuis la rentrée, oui. Non, parce qu'on travaille à la même heure. Oui, pour y enregistrer. Non, mais il se trouve que moi, la semaine dernière, je l'ai regardé parce que j'étais en vacances. Donc j'ai regardé. Mais habituellement, non. 3 jours. Non. Et vous? Non plus. Non, je ne regarde pas. Et vous avez chacun systématiquement l'image du journal de l'autre quand vous présentez le vôtre comme non, c'était le cas à un moment sur France 2? Du tout. Non, pas du tout. De toute façon, votre prédécesseur Bilalian, je crois, avait un petit moniteur où il voyait. Je ne sais pas, peut-être, oui. Non, moi pas du tout. Moi, je pense que nous, on essaie de construire un journal selon nos choix, notre identité sur la 2. Voilà, on le fait. On ne va pas se mettre à faire un journal en fonction de celui que présente Patrick et que fait TF1. Moi, j'ai un écran d'image. Mardi dernier, j'ai regardé Canal+, parce qu'il y avait du foot à ce moment-là. Pendant le journal? Oui, donc. Excusez-moi. Mais non, mais en même temps, c'était de l'information, donc j'aurais pu informer les téléspectateurs de ce qui se passait. Et parmi les images, parmi les écrans, il y a la bobine de Claude, oui. D'accord. Le plus souvent. Vous le regardez, vous ne l'écoutez pas? Non, comme ça, non. Il faut que je fasse mon métier à cette heure-là. Alors, 2 présentateurs, c'est avant tout 2 styles. On a commencé à avoir un petit échantillon des 2 maintenant. On a essayé de savoir comment les téléspectateurs vous percevaient
l'un et l'autre, les jeunes téléspectateurs. France Arvois est donc allé faire décrypter 2 fois le lancement du même fait divers, le naufrage d'un bateau de retraités sur un lac espagnol, à des lycéennes premières du lycée Fénelon à Cambrai. En Catalogne, au nord de l'Espagne, sur le lac de Banyoles, un bateau de promenade transportant 141 touristes français a fait naufrage ce matin. Il était à 10 mètres du quai. Les touristes français étaient des retraités originaires de Vendée, de Loire-Atlantique et de Charente-Maritime. 20 d'entre eux sont morts, 38 autres ont été blessés. Récit Agnès Varamian. On dirait que c'est des informations de base, en fait, il ne rentre pas trop dans le naufrage. Il décrit d'abord qui était à l'intérieur et où ça se situe. Il ne décrit pas le naufrage même. Il n'y a pas vraiment d'émotion dans sa voix, quoi. Nous allons consacrer une grande partie de ce journal, bien sûr, tout d'abord à ce terrible naufrage ce matin sur le lac de Bagnoles, en Catalogne, près de Gérone, en Espagne donc. 20 retraités français y ont trouvé la mort, 141 passagers étaient à bord. Pour TF1, ça a l'air d'être une information plus importante que pour France 2. À quoi tu le vois? Justement, qu'ils disent nous allons consacrer une grande partie de ce journal. Que sur France 2, ils disent ça d'une manière banale, comme si c'était un événement pas très important. Alors, il dit nous allons consacrer une grande partie de ce journal, et c'est tout? À ce terrible naufrage. Ouais, il emploie des adjectifs comme terrible. Le PPDA, tout de suite, il dit ce bateau, ce terrible naufrage. Donc pour lui, il détermine tout de suite ce que c'est. Oui, et quel effet ça crée? On est tout de suite dans l'ambiance. Ce terrible naufrage, tout de suite, il est en complicité avec le téléspectateur. Claude Sérillon, il est plus droit, plus crispé, tandis que PPDA, il est plus à l'aise. On voit qu'il bouge, qu'il s'appuie sur sa table. Il s'appuie sur son idée, en fait, en s'appuyant sur la table. PPDA, il se sent plus concerné et il fait ressentir ses sentiments par des gestes. Quand il se rapproche sur sa table, c'est pour être plus proche des téléspectateurs, je pense. Pour mieux faire part de cette information. 20 retraités français y ont trouvé la mort, 141 passagers étaient à bord lorsque l'embarcation a coulé à seulement quelques mètres du rivage. Tout de suite, les premières images de cette catastrophe avec Naïda Nakad. Dans la vie quotidienne, souvent les gens, quand ils regardent le journal télévisé, c'est en mangeant, donc ils font pas forcément attention. Et ça fait que le ton, comme il appuie sur le fait que le bateau était seulement à quelques mètres du rivage, et ça peut attirer, quoi. Quand on fait pas forcément attention, on entend qu'il hausse la voix à ce moment-là, et là on se dit, ah tiens, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Lorsque l'embarcation a coulé à seulement quelques mètres du rivage. Il appuie beaucoup plus sur cette expression, à quelques mètres, et ça fait qu'on a l'impression que c'est encore beaucoup plus tragique dans l'annonce de l'autre chaîne sur la 2, parce qu'on se dit c'est vraiment bête, à quelques mètres c'est pas possible, c'est trop bête, quoi. Un bateau de promenade transportant 141 touristes français a fait naufrage ce matin. Il était à 10 mètres du quai. Les touristes français étaient des retraités originaires de Vendée, de Loire-Atlantique et de Charente-Maritime. 20 d'entre eux sont morts, 38 autres ont été blessés. Lui, il dit à 10 mètres, mais il est neutre, quoi, quand il dit ça. Là, il l'englobe dans d'autres informations, dans le fait qu'il y avait 141 passagers, autant de blessés, et tandis que sur la première, il insiste bien sur le fait que c'était à quelques mètres. On dirait que c'est l'information principale. Moi, je trouve que Patrick Poivre d'Arvor semble être plus accessible et plus humain que Claude Sérillon. On voit que ça pourrait lui arriver, enfin qu'il peut être touché par ce qui se passe. Mais en fait, moi, je pense qu'ils réagissent différemment parce qu'il y a une différence de conception dans leur travail. Il y en a un qui se dit qu'il doit être vraiment impartial, qui ne doit pas montrer ses sentiments à l'antenne. Donc c'est pour ça qu'il est complètement neutre dans ce qu'il dit, qu'il donne les informations sans mots de liaison, sans bien sûr, sans donc, et sans insister sur le fait que c'est tragique ou autre. Tandis que Poivre d'Arvor, lui, il se permet plus de montrer ses sentiments. En fait, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste une différence de conception, quoi. Bien, la liturgie de cette émission étant beaucoup moins bien réglée que celle des 20h, j'ai oublié de présenter nos deux enquêteurs. Olivia Buffy, donc, pardon de ce retard, a enquêté, a regardé vos 2 journaux depuis la rentrée, et Stine les a regardés aussi. C'est pratique l'oreillette, on vous l'a rappelé dans l'oreillette? Exactement, il n'y en a pas, avec son œil très, très particulier. Alors, vos réactions tous les deux face à ce décryptage croisé, il y a une collégienne qui dit on sent que ça pourrait lui arriver à lui. Oui, je sais pas. J'ai toujours du mal à juger le jugement des autres. Hein. Donc, bon, c'est vrai que je trouve qu'il y a une acuité dans leur regard, dans leur écoute, qui est incontestable.
Peut-être y voit-il des choses qu'on n'y a pas mis, en tout cas qu'on n'a pas souhaité mettre, mais bon, il se trouve que c'est comme ça, c'est ainsi qu'on nous perçoit. En l'occurrence, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire vous ne souhaitez pas montrer aux téléspectateurs que ça pourrait vous... Il n'y a pas de désir, je ne dis pas, il est 20h et je veux absolument leur montrer que c'est très important. Donc je pense que j'ai été en effet touché, c'est vrai que j'ai été touché, et puis c'est le côté absolument affreux quoi, de cette embarcation qu'on a vu d'ailleurs après dans le direct avec notre envoyé spécial. On voyait l'embarcation dépasser. Elle était en effet à 10 mètres du rivage, c'était impressionnant, il y avait ça, bon, puis peut-être l'origine des... Enfin, je sais pas, l'ensemble. Puis on savait qu'il s'agissait de gens, de personnes, je dirais, de classe très modeste, qui avaient dû passer 2 jours de vacances, et bon, est-ce qu'il est nécessaire que vous disiez que c'est terrible? Est-ce que les téléspectateurs ne peuvent pas le comprendre tout seuls? C'est pas nécessaire, c'est moi, voilà, c'est tout. Mais je le dis sans me poser de questions. Je ne pense même pas que je l'ai dicté auparavant, ce lancement. Donc j'ai dû le faire comme ça, comme je le ressentais. Et alors, vous, au contraire, vous avez envie de dire que c'est terrible et vous vous retenez parce que vous vous dites je dois rester neutre, je dois me contenter de livrer l'information. C'est votre conception ou, comme Poivre d'Arvor, finalement, tout ça c'est un peu inconscient? Oh oui, je pense qu'il y a une part d'inconscience. En plus, ça m'amuse qu'on me dise que je suis très neutre, parce qu'on m'a plutôt dit souvent que je ne l'étais pas. Sur la comparaison des 2 lancements, c'est l'impression que ça donne, hein, quand même. Oui, c'est vrai, oui. C'est intéressant d'ailleurs de voir comment Patrick a interprété ça de manière plus personnelle, peut-être plus émotionnelle. Et moi, je n'avais pas vu les images, je faisais confiance à l'équipe et à ce qu'on allait raconter à travers nos envoyés spéciaux qui allaient nous donner les éléments, les faits. Moi, les seules choses que je connaissais, c'était le lien téléphonique de l'envoyé spécial et puis la dépêche. Donc, je donne les faits et puis j'essaie d'amener le mieux possible le reportage. Mais c'est vrai, il y a une différence. Cela dit, je me demande si demain, pour Nicaragua ou pour autre chose, si ça ne serait pas l'inverse. Parce que je crois que c'est... Il y a des moments où effectivement peut-être qu'on se lance en dit un mot horrible, terrible, et ça arrive. C'est vrai, c'est rare qu'on dicte ça. Enfin, je ne sais pas comment fait Patrick, mais moi je crois qu'on ne dicte pas ce type de mots, parce que quand on les voit écrits sur une dictée, on se dit non, attends, on va donner les faits, puis ensuite on verra. Donc je crois qu'il y a aussi une réaction peut-être un peu instinctive. Parce que là on s'est attaché vraiment à quelques mots, mais si on l'a fait, c'est parce qu'ils ont vraiment paru représentatifs de ce qui fait l'essentiel de votre différence à tous les deux. Une différence qui serait peut-être une différence technique. Lorsque je présentais le journal sur la 2, d'abord je n'étais pas le patron de ce journal, donc j'avais en effet un rédacteur en chef, etc. Et je n'avais pas la même liberté dans les choix. Et là, j'ai installé, depuis que nous sommes à TF1, maintenant plus de 11 ans, un système qui me permet de voir toujours les reportages. Enfin, sauf vraiment des 3, 4, 5 dernières minutes. Là, c'était difficile, ça a dû arriver en direct. Oui, mais non, moi je les ai eus avant. La différence tient à ça, en fait. Que vous n'avez pas vu les images. Peut-être, en tout cas je les ai vus. Mais en revanche, pardonnez-moi, j'ai fait une bêtise qu'il n'a pas commise. J'ai dit bagnole et non pas bagnolès, comme il fallait. Mais ça, ils ne l'ont pas relevé, parce qu'ils sont de Cambrai, donc c'est assez loin de l'Est. Je ne pense pas que ça soit lié à une liberté ou d'organisation. Moi, je pense qu'il y a un groupe qui fait un journal, et quand surtout des événements comme ça d'actualité arrivent au dernier moment, et c'est le cas en ce moment pour tout ce qui se passe en Amérique centrale, les images arrivent souvent entre 8h moins 5 et 8h15. Je crois que là, il faut... moi, j'essaie de donner les faits tels qu'ils peuvent être encore vérifiables, et puis le reste, c'est quand même aux gens qui sont sur place, c'est-à-dire aux journalistes, de nous dire ce qui s'est passé et de faire passer leurs émotions. D'ailleurs, je crois que ça a été le cas aussi bien pour votre envoyé spécial que pour le nôtre. Et vous ne pensez pas que les téléspectateurs attendent que vous ressentiez l'émotion que va susciter la vision du reportage? Je sais pas justement. Moi, quelquefois, on me dit que je faisais passer trop d'engagement, d'émotions personnelles. C'est pas la même chose. Je crois que si, parce que vous vous engagez pour dire c'est terrible ou c'est horrible. Ça m'est arrivé hier ou avant-hier à propos des images que j'avais vues dans l'après-midi qui étaient arrivées de Managua. Je sais pas. Il y a aussi le téléspectateur qui se projette quelquefois sur une image et qui lui ressent plus ou moins quelque chose. Très bien. Alors, pendant ces recherches, Olivia Buffy a noté une autre différence entre vous deux, verbale, celle-là. Oui, je me suis rendu compte, en fait, que très souvent, vous utilisez tous les deux, c'est assez subtil comme remarque, mais bon. Essayons quand même, c'est complètement subtil, c'est pas grave. La première personne du pluriel. Au début, je me suis dit que ça devait être un nous de majesté, un peu... pas. Non, c'est une équipe. Et en fait, justement, vous ne l'utilisez pas de la même manière. Alors, vous allez voir comment. Comparaison des deux nous. Nous avons donc voulu comparer 3 intentions politiques. Nous vous proposons l'exemple en Haute-Garonne et en Ariège. Nous avons donc choisi de nous rendre à Washington
Nous avons pu nous rendre dans le sud du Congo, dans la province du Katanga. Nous nous sommes rendus dans le campus de Seattle, au cœur même de Microsoft. Nous ne possédons pas d'image de cette terrible catastrophe. Alors là, vous dites terrible. Hein. Alors ça, c'était un nous. C'était un nous dans la langue France 2, un nous dans la langue TF1. Arrêtons-nous un instant sur les conséquences de ce qui n'avait été présenté au départ qu'un incident. Evelyne Delia nous en parlera après ce journal. Sur place, nous retrouvons Lise Ron et Éric Bourbotte. Déception et colère au Havre, où nous retrouvons Philippe Morand et Jean-Étienne Mac. C'est ce que nous découvrons dans ce reportage de Florence Châle. Alors, je ne sais pas si c'est aussi subtil que le disait Olivia. Non, mais elle alors, comment vous décrypteriez? Allez-y. En gros, ce qu'elle est en train de montrer, et ce que je découvre, hein, très franchement, c'est que le nous et nous, la rédaction de TF1, et vous, téléspectateurs. Donc, nous, le vôtre. Le vôtre. Oui. Nous, c'est ça. Ils sont assez nombreux, ils sont un petit peu plus. Je vous dis, ils sont millions, hein, vous dites votre téléspectateur. Oui, c'est le générique, hein, vous avez bien compris. Non, mais peut-être c'est ça, voilà, oui, je vois ce qu'elle veut dire. Oui, mais bon, ça, alors là, c'est parfaitement moi, ça paraît particulièrement, c'est-à-dire, nous, vous êtes avec le téléspectateur, et vous allez amener le téléspectateur, constater, juger le travail qui a été fait par la rédaction. Parce que votre nous à vous est très différent. C'est nous, vous êtes le porte-parole du groupe, du collectif, de la rédaction, et vous vous adressez au... Alors, si vous le dites. Non oui, mais de toute façon, moi je considère que ce n'est pas mon journal. Je suis très fier qu'on m'ait choisi pour présenter le journal de la 2, d'une équipe qui travaille. J'assume tout ce qui se passe à l'antenne et j'essaye de faire le mieux possible avec les compétences qu'on me reconnaît. Mais c'est. Voilà, moi je présente le travail d'une équipe rédactionnelle, ça c'est sûr. Oui, tandis que Poivre, lui, est déjà en train de prendre les millions de téléspectateurs par la main. Non, mais je sais pas. Non, je pense que c'est dans la sémantique. Mais enfin, en effet, c'est troublant. Hein, je vois très bien ce qu'elle veut dire dans le nous. Mais je représente aussi les 200 journalistes, les 196 journalistes de la rédaction. Voilà, je me sens aussi leur incarnation et je suis fier qu'eux aussi m'aient choisi à leur manière. Bon, il y a mes patrons qui m'ont choisi. Il y a les téléspectateurs, mais il y a aussi eux, essentiellement. Bon, mais écoutez, on est heureux de vous avoir en tout cas appris quelque chose. Je ne sais pas si c'est le cas. Alors, pendant que mais vous lui donnez un secret de fabrication. Nous sommes contents. Oui. C'est à nous de majesté, là. Nous sommes tous les deux très contents. Nous vous écoutons. Merci à tous les deux. Pendant qu'Olivia Buffy s'attachait aux mots, Benoît Mostine, vous vous attachiez aux images de nos deux amis. Oui, on va passer du nous au vous, et je me suis intéressé à vous lorsque vous recevez des invités sur le plateau de vos journaux respectifs. Alors tout d'abord, vous, Patrick Poivre d'Arvor, on va voir qu'effectivement c'est bien de vous dont il s'agit. Vous êtes constamment à l'image et toujours en gros plan, et ce sont toujours deux dialogues, deux visages qui dialoguent entre eux, et on ne voit jamais les deux personnes dans la même image, sauf sur un petit plan, celui-ci qui joue très rarement sur 3 minutes d'interview, ça vient 2-3 fois et c'est assez court. Et en fait, c'est la seule image qui nous prouve bien que vous êtes tous les deux dans le même espace. Alors maintenant, sur France 2, on va voir que vous aussi, Claude Sérillon, vous êtes filmé en gros plan lorsque vous écoutez ou vous posez une question à un invité. Mais là, il y a une très grande différence, c'est qu'en fait, tout d'un coup, l'espace prend vie. On a un chant et un contre-chant. Et en fait, on voit bien qu'on est dans un endroit qui existe, contrairement à TF1. Vous nous avez montré cette semaine avec Pete Sampras cette table qui était propre. Bien montré. Hein. On voyait bien. On peut même compter le nombre de projecteurs. Et puis vous avez, vous aussi, un téléviseur. Nous aussi, on en a un. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être qu'Olivier Bressy pourrait nous le montrer. Et en fait, on voit qu'avec ces deux choix de réalisation, il y a quelque chose de très frappant, c'est que sur TF1, c'est très frustrant pour le téléspectateur, car quelquefois, lorsque vous parlez, Patrick Poivre d'Arvor, on aimerait bien voir vos mains. Oh, vous êtes sûr ? Il a fallu une complicité formidable entre deux actrices d'une même génération. Est-ce que l'une et l'autre se retrouvaient finalement dans leur personnage ? Moi, je pense qu'on est déjà en train de rédiger soit vos monuments, soit... Vous êtes né dans un petit village toscan, il y a plus d'un demi-siècle, il y a 52 ans, qui s'appelle Miséricorde. Ça, c'est quand même le destin qui a choisi ça, non ? Alors voilà, les plus attentifs d'entre nous ont peut-être compté 2 ou 3 ongles. Pendant ce temps-là, sur France 2, les ongles et les doigts de Claude Sérillon. Il y a une ambiance politique un peu particulière, des sondages très favorables au président de la République et au Premier ministre. C'est pas un peu dérangeant ou alors au contraire, ça vous frottez les mains, vous dites je vais y aller encore plus fort? Vous êtes un peu agacé par le fait qu'ils vont pas à pas, trop modestement, trop prudemment? Alors on le voit bien sur toutes ces images, on voit vos mains qui s'agitent en permanence, vous mimez vos questions, vous êtes un véritable
pantin, en fait, c'est un prolongement physique de vos questions, vous vous mettez en vie. Alors, moi, je trouve qu'il y a une toute dernière image qui est très, très jolie. J'ai l'impression que c'est un peu comme celle-ci, c'est pour faire monter la mayonnaise de l'interview. C'est un peu ce prolongement que vous faites. Alors là, est-ce que pour le coup, c'est une volonté délibérée, ce cadrage, de réagir contre le cadrage de l'homme tronc, de l'homme buste? Il y a deux réalisateurs au 20h, c'est Jean-Pierre Leroux et Pascal Gervais, et nous travaillons tous les jours, justement, sur les cadrages. Moi, je pense qu'il faut varier les cadrages, c'est peut-être l'expérience de 12 ans de magazine. Réussi, à la table, on l'a bien vu. On a un décor, il y a un studio, on est dans un lieu précis, il n'y a pas de raison de le cacher, de le montrer. Il faut le montrer. On travaille avec des portables aussi pour les entretiens. Et ça, c'est sans doute l'expérience que j'ai eue pendant 12 ans. Des portables. Oui, des caméras portables. Ah, des caméras portables. Caméras portables. Et ça, c'est l'expérience des magazines. C'est-à-dire, je pense qu'il faut faire vivre cet espace. Et il est normal qu'on nous voit le plus largement possible. Alors, ça dépend aussi, vous pouvez voir dans une interview, mais je ne suis pas sûr que chez Patrick on ne fasse pas aussi, quoi. De temps en temps, je pense qu'il y a des interviews ou des entretiens où le ton est un petit peu plus confidentiel, notamment avec des artistes, et où donc les cadrages se rapprochent. Moi, j'aime bien qu'on varie les cadrages, qu'on fasse vivre ça, comme dans une émission magazine, par exemple. C'est vrai que moi, je parle beaucoup avec les mains, mais bon, voilà. Et vous, si vous refusez vos mains, et si vous refusez qu'on voit le studio, c'est quoi? Parce que vous voulez être plus pour vous dire la vérité, je ne suis pas à ce point dictateur sur cette chaîne pour refuser qu'on me voit mes mains. Non, mais ça pourrait être très délibéré. La vérité est que je ne m'occupe pas trop de la réalisation. Non, j'ai jamais demandé un quelconque cadrage. Je fais confiance. Moi, ça m'intéresse. Je fais confiance à Jacques Asselineau, qui travaille avec moi depuis 11 ans. Et bon. Mais en même temps, je ne suis pas sûr que c'est tant d'importance que ça. On a vu plusieurs aspects de vos personnalités. Il y en a un dernier, c'est que vous êtes journaliste et présentateur du 20h, mais en même temps, par la force des choses, vous êtes beaucoup plus que ça. Vous êtes au fil des années devenu une sorte de héros de couverture de magazine. Alors, bien souvent, malgré vous, on va voir quelques unes, notamment vous avez fait un nombre incalculable de unes de l'hebdomadaire Voici, qui était en général... Sur ma demande. Qui était en général, on l'a bien compris, assez désagréable sur vous et qui était faite sur la base de photos volées. Mais vous ont aussi été consacré un nombre tout aussi incalculable d'interviews, alors là, accordé tout à fait de votre plein gré à d'autres hebdomadaires, sur des sujets souvent beaucoup plus intimes, souvent à l'occasion de la sortie de vos livres, puisque vous en avez publié un certain nombre, ce qui fait que vous êtes devenu beaucoup plus qu'un simple journaliste. Alors, en comparaison, on a cherché à faire un peu la revue de presse de Claude Sérillon. Alors là, je dois dire qu'on a trouvé beaucoup moins de photos couleurs. On a été beaucoup plus dans les... Il était là au début de la télévision. C'est ça. Du noir et blanc. On a été beaucoup plus dans les pages médias des quotidiens. Et alors là, ce qu'on a trouvé sur vous, c'est essentiellement professionnel, comme ces articles au moment de votre retour au 20h. On a trouvé un tout petit peu de couleur dans une dernière page de Libération. Il a fallu vraiment bien chercher. Et heureusement, on a trouvé un peu de couleur cette semaine où vous avez fait la couverture de TéléZ. Voilà, donc tâche de couleur. Alors ça c'est quoi ça? C'est que vous refusez les sollicitations des médias qui seraient extra-professionnels, ou c'est que vous ne recevez pas de sollicitations? J'en reçois pas, mais parce que ça fait des années que je refuse. C'est un choix personnel, oui, effectivement. Moi, je suis journaliste, je parle de mon métier, de ce que je fais, et surtout de ce que je fais. Et puis, je vais même vous dire une chose, je lis pratiquement pas, ou pas du tout, ce qui s'écrit dessus. Les rares fois où je l'ai lu, j'étais un peu surpris par des gens qui écrivaient des choses qu'ils n'avaient pas vérifiées. Ça m'a conduit à penser que décidément ce métier avait aussi ses faiblesses, y compris dans la presse écrite. Donc je fais très attention à ça, mais moi je ne parle que de mon métier, j'ai ma vie à moi et je ne souhaite pas du tout parler de ma vie personnelle, c'est ma vie, le reste m'occupe énormément, c'est ma vie professionnelle. Et puis vous savez, ça va, ça vient quand vous êtes, tout d'un coup vous êtes à la une parce que vous faites le 20h, mais quand vous faites des magazines qui sont tout aussi respectables et tout aussi formidables, on parle moins de vous. Bien sûr, mais est-ce que vous ne pensez pas que le vedettariat de Patrick Poivre d'Arvor est aussi une des raisons pour lesquelles il a tellement d'audience? Que les gens finalement viennent regarder le journal de 20h, évidemment pour s'informer, mais aussi pour le voir, pour suivre le feuilleton, pour... Je pense qu'il y a sans doute ça, mais il y a avant tout une chose que nous réclamons maintenant à la rédaction de France 2, nous réclamons la durée, qu'on nous laisse travailler dans la durée. Je pense que si Patrick a réussi à trouver ça... Oui, parce que c'est important, Patrick, au fait, l'une des clés du fait que TF1 a une bonne audience, c'est sa durée. C'est que ça fait plus de 10 ans qu'ils sont la même équipe à faire un même journal. Et nous, si nous avons cette possibilité-là, je suis tout à fait serein sur nos capacités à arriver largement au niveau de
nos adversaires, aux concurrents. Très bien. Je voudrais qu'on en vienne maintenant au fond des choses et au fond des... Je n'ai pas répondu sur ce sujet-là. Oui, vous avez fait les questions et réponses. Vous avez tellement répondu déjà, mais enfin, allez-y. Non. Il est évident que ça, vous voyez, ce que vous êtes en train de montrer, c'est tout ce que je déteste, tout ce que je refuse, puisque je le condamne et je le fais condamner, même en justice. Donc voilà, c'est tout. Dans la première partie, la deuxième partie, les interviews, j'ai besoin d'être aimé, les femmes et moi et les femmes. Dire ça, vous savez, c'est des trucs qu'on vous fait sortir. Non, mais c'est normal qu'en revanche, lorsque sort un livre, on vous pose des questions sur le contenu du livre. Bon, mais en ce qui concerne ma vie, j'en ai jamais parlé, jamais. Ma vie privée, vous n'avez jamais vu ma femme, si ce n'est qu'à travers des photos volées dans ces revues-là. Il y a eu des photos posées, et on a vu des photos posées notamment avec vos enfants là, qui sont un peu anciennes, mais qui existent. Les enfants, c'est aussi un tout petit peu la vie privée. Oui, non, mais cette photo posée, c'est une seule photo que j'ai d'ailleurs, je l'ai écrite dans un de mes livres pour regretter que la seule photo que j'ai faite, que voici, en effet, est une photo qui me soit régulièrement opposée. Mais j'ai été, comme beaucoup de gens, et comme Claude et d'autres, j'ai refusé des milliards de ces photos parce que je pense qu'elles sont en effet, elles ouvrent des boulevards à tout ce qu'on voit après. Alors le JT, ce sont vos deux personnalités, on en a parlé, mais c'est aussi un tout petit peu les informations qui sont contenues dedans. On va en parler maintenant. On peut faire des choix très très différents dans un journal télévisé. On peut choisir de privilégier l'étranger, la politique, le fait divers, le spectacle, l'économie, que sais-je. En ce qui concerne France 2, le directeur de l'information de France 2, Pierre-Henri Arnstam, était ces jours-ci très clair dans ses intentions. Le fait que nous ayons choisi avec le président de France 2, M. Gouillou-Beauchamp, depuis maintenant le mois d'août, de faire en sorte que l'information internationale, l'information économique ait une place plus grande dans les journaux télévisés, c'est un choix. Et vous disiez tout à l'heure le nombre de kilomètres, eh bien oui, nous n'hésitons pas à consacrer beaucoup de minutes dans les journaux télévisés depuis quelques mois à l'information internationale. Bien, ça c'était la déclaration d'intention. Olivia Buffy, on a essayé de la confronter aux faits. Alors comment on a travaillé? Ce qu'on a fait, on est parti de la date de votre arrivée aux 20h de France 2, donc le 17 août. Et on a comparé les conducteurs, c'est-à-dire là où sont répertoriés précisément tous les sujets traités dans les journaux. Et on a essayé de voir, on en a aussi beaucoup visionné, pas tous, je peux vous l'avouer. Oui, il y en a eu beaucoup. Mais on en a visionné une bonne partie. Et on a vu qu'il y avait quand même des points à retenir. Et donc, on a tiré cette conclusion. Bonsoir, voici les titres de ce journal. Le président des États-Unis témoigne en ce moment même devant un grand jury à propos de ses relations avec Monica Lewinsky. La monnaie russe dévaluée de fait et c'est tout le système bancaire en Russie qui est menacé de faillite. Le 17 août, pour son premier 20h, Claude Sérillon consacre la moitié de son journal à l'actualité internationale, contre 38% le même soir sur TF1, en l'absence de Patrick Poivre d'Arvor. Cette tendance se confirme tout le mois d'août, mais à la rentrée, l'actualité française revient en force. Publication par le magazine Science et Avenir de la situation comparée de 512 hôpitaux français. Et la part de l'étranger sur France 2 chute de moitié. Désormais, Sérillon, tout comme PPDA, consacre en moyenne moins du quart de leur journal au reste du monde. Du journal, bataille judiciaire. Restent de notables exceptions, tel le journal du 19 octobre, où France 2 ouvre avec un quart d'heure d'actualité étrangère, pendant que Poivre d'Arvor commence par la crise lycéenne et insiste sur les faits divers. Je vous le disais en titre, la mort de la petite Pauline, cet enfant trisomique porté disparu depuis samedi. Dans le même journal, 500 morts au Nigeria, avec quelques secondes sur TF1. Un oléoduc, cette fois-ci au Nigeria. C'est un terrible accident. 500 personnes ont été tuées lors de l'explosion de cet oléoduc dans le sud-est du pays. Les victimes ont été brûlées alors qu'elles tentaient de récupérer dans des bidons du carburant qui s'échappait du pipeline. Chez Sérillon, la même information donne lieu à une analyse de fond en dépit de l'absence d'image de l'événement. Le paradoxe, dans ce pays où le pétrole est roi, la pénurie d'essence est permanente. Organisée, disent même certains. Car pour payer ses dettes, l'État nigérian est contraint de vendre l'essentiel de sa production. De manière générale, sur la première chaîne, l'actualité étrangère est plus souvent déclinée sous forme de nouvelles brèves, avec ou sans images. Et puis Israël sous le choc, une nouvelle fois, quelques heures après un attentat dans le sud du pays ce matin. 64 personnes ont été blessées, dont 2... C'est PPDA qui commente, c'est sa voix ou son visage qui reste à l'écran. Pendant ce temps, aux États-Unis, le Texas subit des pluies diluviennes.
Ça se dégrade à White Plantation aux États-Unis en ce 7e jour de négociation. Bref, TF1 nous fait faire le tour du monde en accéléré, tandis que sur France 2, on se pose longuement sur quelques lieux. Exemple, le dossier de 23 minutes consacré à l'Allemagne à la veille des élections législatives. Notamment avec M. Giscard d'Estaing, mais aussi nos situations économiques croisées avec des chefs d'entreprise. Nous tenterons de comprendre nos différences européennes. Mais pour commencer, voyons l'aspect politique. Le ton est plus pédagogique sur la chaîne publique, le rythme plus haletant sur la chaîne privée, mais à ces nuances près, l'information reste sur les deux chaînes éternellement coulées dans le même moule, celui de la grand-messe du 20h. L'arrivée de Claude Sérillon n'a entraîné ni véritable révolution, ni regain d'audience pour France 2. Seule différence quasi quotidienne, hormis les soirs de foot sur TF1, le journal de PPDA dépasse de 2 à 8 minutes celui de la chaîne concurrente, ce qui lui fait gagner entre 500 000 et 1 million de téléspectateurs sur la fin de son journal. Alors, ça n'explique pas toute la différence d'audience entre vous deux. Si on peut arrêter quand même là-dessus. On est là pour ça s'appelle l'arrêt sur image. Oui, quand on dit hormis les soirs de foot, oui, ça compte. Mercredi, par exemple, j'ai fait un journal qui s'est arrêté à 20h25. Et je ne sais pas à quelle heure c'est arrêté, mais bon, les 10 minutes en question, je les ai compensées par ce que j'ai fait la veille et le lendemain, parce qu'en effet, j'ai des reportages. Tous nos reporters ont besoin de s'exprimer et je trouve qu'il est normal qu'on les retrouve. C'est pas la vraie raison, ça. Bien non, mais si vous regardez celui aussi, il a des reporters qui ne pas mieux que de s'exprimer. Si vous regardez et chacun d'entre vous pourriez jusqu'à 21h chaque soir si vous le souhaitiez. Malheureux quand ce journal ne fait que 25 minutes, donc c'est pour ça que je suis un petit peu plus long les autres jours. Je voudrais qu'on revienne. Il est avéré que le journal de TF1 est plus long, mais pour des raisons aussi de fait de publicité. Nous ne pouvons pas couper nos films ou des fictions par de la publicité, donc nous mettons tout à certains carrefours, donc ça nous oblige aussi à faire un journal un petit peu plus court, donc c'est vrai qu'on perd là-dessus. Globalement, c'est intéressant ce que vous avez fait, la comparaison de la politique étrangère. Simplement, il faut aussi voir ce qu'était l'actualité. Il y a eu une très forte activité de politique étrangère au mois d'août et jusqu'à début septembre. Ensuite, ça s'est ralenti curieusement, c'est-à-dire c'est par vague. Et en ce moment, depuis lundi, nous avons fait toutes nos ouvertures sur l'Amérique centrale, parce que ça nous a semblé important, en le déclinant sur plusieurs éléments. Enfin, au total, en moyenne, depuis début septembre, vous êtes à un quart du temps de vos journaux consacrés à l'étranger. Ce qui veut dire que même quand on souhaite... la moyenne ne veut rien dire. Chaîne de service public et qu'on souhaite faire mieux qu'une chaîne commerciale, on ne peut pas. La moyenne ne veut rien dire. Quand même, si. Non, en information, la moyenne ne veut rien dire. Il faut regarder ce qui existe, quels sont les faits d'actualité. Il est évident. Aussi, les faits d'actualité, vous les choisissez, les faits d'actualité à traiter, c'est pas... Moi, je ne choisis pas les faits d'actualité. Ils existent ou ils n'existent pas. Mais c'est pas moi qui se passe dans le monde. Non, mais attendez, ce n'est pas le journaliste qui décide si Bill Clinton va être destitué ou pas, ou s'il y a une catastrophe en Amérique centrale. Mais c'est le journaliste qui décide s'il ouvre sur un quart d'heure d'étranger. Nous décidons de la place que nous mettons dedans. Mais lorsqu'il n'y a pas d'événements politique étrangère, on ne va pas les inventer non plus. C'est ça la raison. Donc je crois que simplement, et Pierre-Henri le dit bien, nous avons voulu ne rien nous interdire, ouvrir à tous les événements du monde, et notamment à des choses qui étaient peut-être un petit peu délaissées. C'était tout ce qui était politique étrangère. Vous avez pris le cas du Nigeria. Je suis content parce que vous avez repassé des images d'un magazine que j'aimais beaucoup, que je faisais ici d'ailleurs dans ce studio, qui était Géopolis. C'est vrai que ça nous permet de faire de la pédagogie, d'expliquer des événements qui arrivent et sur lesquels il n'y a pas d'image. Car au fond, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu aller là-bas? C'est parce qu'il n'y avait pas d'image du Nigeria, rien n'arrivait. Mais par chance, nous avions tourné un Géopolis sur les problèmes du Nigeria et les problèmes de pétrole, donc on s'en est servi. C'est vrai qu'on veut faire aussi un journal d'explication. Vous êtes mordu les doigts après, vous êtes dit j'aurais bien aimé faire un... Non, parce qu'on ne voit pas mordre ses doigts. Non, on ne voit pas mes doigts. Je pense que c'est vrai que ça nous arrive dans d'autres circonstances, parce qu'on a fait tel ou tel reportage, ou 52 sur la une, ou telle ou telle émission d'Excébris, d'avoir quelque chose de plus. En l'occurrence, en effet, ce jour-là, il n'y avait rien sur le Nigeria. On s'est rattrapé le lendemain lorsque les premières images sont arrivées. Mais je trouve que c'était très intéressant comme explication, parce que c'est exactement ce qui se passe au Nigeria. D'ailleurs, au Cameroun, la même chose s'était passée, je crois, quelques mois auparavant. Alors, on disait tout à l'heure dans le reportage que votre traitement de l'actualité étrangère était plus émietté que celui de France 2, qui était constitué de reportages plus longs, avec quelques exceptions, comme par exemple un dossier que TF1 consacrait au Soudan. Ces malheureux font partie des irrécupérables. Leurs corps ravagés par la maladie et la vermine sont laissés à l'abandon, avec leurs yeux déjà tournés vers l'au-delà. Voilà donc ce que nous découvrions il y a à peine un trimestre. Nous sommes ici au cœur du Soudan, cette région qui est grande comme la France, au cœur du Sud-Soudan. Il faut savoir que ici, autour de moi, dans ce camp, il y a en tout 1 200 000 personnes qui sont menacées de famine. Et qui pourraient croire, par exemple, que cette jeune femme a 30 ans, que son petit garçon a 3 ans.
Il ne faut pas oublier que la guerre civile dure pratiquement depuis l'indépendance du Soudan, c'est-à-dire depuis 1956. Claude Sérillon, quand vous voyez cette image-là, vous vous dites bravo, ça c'est du journalisme, ou vous dites non, ça c'est de l'infospectacle et je ne ferai jamais ça? Non, vous faites référence à la présence de Patrick à la présence de Patrick Poivre d'Arvor. C'est le choix de TF1. Moi, je je n'ai pas. Moi, je ne veux mais si, pas. vous êtes là pour ça. Non, moi, je parle de ce que nous faisons, de nos choix. Moi, je n'ai pas vocation à donner des leçons à Patrick. Vous auriez envie de lui en donner une sur ce point précis? En plus, moi, je trouve ça très intéressant. Dites-le, on est là pour débattre. Non, moi, je n'ai pas cette prétention-là. Je suis très intéressé par tout ce qui se passe en politique étrangère. Je connais effectivement tous ces problèmes-là. J'y suis allé avec beaucoup d'organisations humanitaires. Donc je connais. Ils ont fait un choix de mise en forme que sans doute on n'aurait pas fait, mais c'est tout aussi respectable. Oh, je ne sais pas, on aurait sans doute fait autrement, peut-être avec des reportages. Pour quelle raison? Je sais pas. Pour quelle raison? Je ne sais pas, on en aurait parlé. Non, on en aurait parlé. Non, mais c'est parce que, si vous voulez, c'est pas la même histoire, les deux rédactions. Vous avez une histoire, et Patrick connaît celle de la 2, d'Antenne 2, c'est une histoire très collective, très collégiale, tandis que celle de TF1, je pense, Patrick le dira plus facilement que moi, elle se bâtit plus fortement autour de la personnalité de Patrick. Voilà, c'est deux manières de faire. Vous le regrettez ou vous en êtes heureux? Je n'en suis ni heureux ni regret, c'est deux choses, je les constate. Moi, je suis très heureux dans ce que je fais, voilà. Mais je pense que vous avez deux manières de faire l'actualité, et puis c'est très bien qu'il y ait le choix. Très bien. Alors, un 20h, ce sont des reportages. Oui. Parce que je ne sais jamais si j'ai le droit au propre. Non, mais moi, j'ai beaucoup apprécié ce qu'ils ont fait sur l'Allemagne. Je trouvais que c'était bien. C'était vraiment. On l'a fait différemment. Si je l'ai vu, c'est qu'en l'occurrence, ce journal avait duré beaucoup plus longtemps que le nôtre, donc j'avais eu le temps de le voir. Donc, c'était bien. Et je pense qu'au fond, ce que nous avons fait avec Marine au Soudan, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que c'est un dossier avec énormément de reportages. Là, vous montrez simplement ma bobine, mais c'est pas très juste. Il y a énormément de reportages. Nous avons considéré que oui, parce que je pense que ça a permis. C'est l'image que les téléspectateurs retiendront. Et c'est pour ça que vous y allez. Je peux vous dire que interroger les gens de l'UNICEF, par exemple, nous sommes partis avec eux, en effet, et ils vous diront que l'afflux de dons qu'il y a eu le lendemain a été dû à l'émotion que les gens ont ressenti, je pense, quand ils ont vu ces images-là. Parce qu'ils ont vu ma petite bobine en chemise Lacoste. Je pense que ce qui les a intéressés, c'était de voir que... Mais parce que justement, ça m'a permis de faire 15 minutes de journal là-dessus. Et de dire aux gens... Vous n'auriez pas pu faire les mêmes en restant à Paris? Daniel, de dire aux gens qui ne sont pas a priori impliqués par, d'abord, la situation d'un pays qui est en effet anglophone, d'une longue histoire, mais qui n'est pas notre histoire à nous. Deuxièmement, quelque chose qui n'a jamais été sur le devant de la scène, comme le Nigeria, comme ce qui s'était passé au Biafra, par exemple, ou ce qui s'est passé plus récemment en Somalie. Je crois que c'était important que je leur dise, si j'y vais, c'est peut-être qu'il faut que vous vous intéressiez à la chose. Donc, d'une certaine façon, c'était pour piquer leur curiosité, si je puis me permettre. Un 20h, ce sont des reportages, ce sont aussi des invités. Et à France 2, il y a un certain type d'invités que vous aimez bien. On regarde. Menace de grève à propos des heures supplémentaires, les propositions de dialogue du ministre Claude Allègre, notre invité. Révélation sur les taux de mortalité, réaction en direct de Bernard Kouchner. Monsieur Jacques Chirac rappelle ses critiques sur la gestion socialiste. Dominique Strauss-Kahn, le ministre de l'économie, est notre invité. Les expériences organisées dans plusieurs dizaines de villes françaises ont donné satisfaction, nous le verrons dans le détail. Et puis réaction en direct du ministre des Transports, monsieur Jean-Claude Guessot. Rencontre annoncée pour mercredi de messieurs Schroeder, Chirac et Jospin à Paris. Vous verrez des témoignages, des reportages en Allemagne et puis en direct, l'analyse de notre invité, monsieur Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères. Invité de ce journal, madame Catherine Trautmann, ministre de la Culture et de la Communication. La grève des transports, l'insécurité, notre invité, monsieur Lionel Jospin. Révélation sur les conditions de ces actes d'espionnage. Monsieur Alain Richard, ministre de la Défense, notre invité. Alors, même question cette fois à vous, on va vous faire parler de lui. Vous dites, oh là là, tous ces ratages, j'aurais bien aimé les avoir, tous ces ministres. Non, parce que la plupart du temps, sans être très désagréable, ils ont souvent téléphoné avant à TF1 pour essayer de passer. Souvent. Je te promets, je ne donne pas tous les exemples. Moi, j'aime bien. Il y a un côté, vous vous souvenez de ce mot de Gaulle, je pense que TF1, souvent, c'est sûr d'eux-mêmes et dominateur. Je crois que là, c'est bien illustré. Non, c'est pas le cas de Lionel Jospin qui en plus venait. Pourquoi vous les avez refusés? Par alternance. Non, pas. Non, mais ça, c'est pas des. Comment dire, c'est
Franchement, je pense qu'il y a quand même une conception un peu différente. Moi, je n'ai pas, comme Claude, la religion de la parole politique. On ne va même pas dire ministérielle, parce que ministérielle, ça laisserait entendre qu'il y a une espèce de dépendance, au fond, du service public par rapport à son autorité de tutelle. Mais Claude, peut-être parce qu'il revient du journal, au journal, après 10 ans d'absence, peut-être a-t-il encore une confiance absolue dans ce qui va lui être dit. Or, très souvent, moi, je me suis aperçu qu'on se faisait balader pendant ces interviews et qu'au fond, ce qu'on en apporte, le pourcentage d'informations réelles est extrêmement ténu. Voilà, c'est un avis personnel. Vous avez une confiance absolue dans ce que vous disent les politiques? Non, mais moi, je ne veux pas qu'on nous donne des leçons là-dessus. Moi, je n'ai pas cette espèce d'antipathie quasi naturelle qu'ont beaucoup de journalistes à l'égard des élus politiques. Pour moi, je pense même qu'on devrait restaurer un certain respect à l'égard de ceux qui font marcher la démocratie. J'ai regardé attentivement. Vous savez qu'il y a des gens qui ont dit que le journalisme, c'était aussi le devoir d'irrespect. Oui, vous pensez que je ne l'ai pas cultivé? Si, d'ailleurs, on a des questions qui... Pour moi, quand nous choisissons d'inviter un homme politique, c'est parce qu'on pense qu'il est en situation et qu'on peut lui poser des questions et obtenir des réponses. C'est peut-être présomptueux, mais on le fait. Et puis j'ai regardé sur un an, on a invité quasiment le même nombre de ministres. Et même, je crois que vous avez eu 2 fois Jospin, alors que nous, on n'a eu qu'une fois. Donc c'est dire que je crois que c'est une manière de traiter. Effectivement, quand on fait succéder un certain nombre de ministres comme ça, on se dit, putain, il n'y a que ça le soir. Mais moi, je n'ai pas ni la phobie, ni l'amour des élus politiques. Ils existent, ils font un travail, on a le droit de leur poser des questions, et je crois que je leur pose des questions très librement, comme on se parle aujourd'hui. Absolument, moi, je pense que je ne vois pas pourquoi on ne les inviterait pas. Je ne vois pas pourquoi on les inviterait pas. Claude, sur la parole politique, sur le respect de l'homme politique. En revanche, je crois que parfois on a tendance à, disons, donner à l'homme politique un pouvoir qu'on pourrait laisser aux journalistes maison. Et je préfère... Il y a autant de ministres sur TF1 que sur France 2. Ah, pas dans la période, là. Si on prend un an, depuis 2 mois, vous en avez eu 7. Non, mais on parle de vous. On parle de vous. Oui, mais attendez. Moi, j'ai dû en savoir une. Ségolène Royal dans 2 mois. Mais par exemple... Non, c'est pas vrai. Ah, je vous assure. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Apothicaire, mais il se trouve que comme vous nous avez dit de quoi on avait parlé, moi j'ai regardé sur un an. C'est pas vrai. La moyenne est quasiment équivalente. Simplement, il y a eu une succession de choses et je pense que, par exemple, il y a certaines personnes que nous avons eues que Patrick aurait bien aimé avoir. Bon, voilà, c'est une concurrence. Sur un cas particulier, Schröder vient d'être élu en Allemagne. Vous invitez le ministre des Affaires étrangères français. Vous invitez M. Schröder aussi. Oui, mais qui n'est pas Patrick aussi. Oui. Si. Et ensuite, pardon, le ministre des Affaires étrangères français qui n'a rien dit. Je veux dire, qui a dit, bah oui, j'attends de voir le nouveau gouvernement allemand aux actes. Enfin, c'est vous qui le dites. Dans un journal que vous connaissez bien, on a fait une interview de M. Védrine sur l'élection de Schröder dans le monde, tant que je sache. Tout le monde le fait. Je ne vois pas, très franchement, je ne vois pas pourquoi on s'interdirait de les avoir, comme il n'y a pas de raison de les avoir systématiquement. Nous, on a fait ces choix-là. Peut-être que pendant 3 mois, on ne va pas en avoir parce qu'on estimera que ce n'est pas utile. Voilà, c'est comme ça. Moi, je pense qu'il ne faut rien s'interdire. Il ne faut surtout pas avoir de phobie à l'égard des politiques. C'est toujours à l'initiative de la rédaction que les ministres sont invités. C'est à notre initiative, quelquefois à la mienne, quelquefois à celle de Pascal Guillemet, quelquefois à celle de Gérard Leclerc ou d'autres personnes de la rédaction qui disent « Tiens, ce serait utile de lui poser des questions ». Voilà. Très bien. Alors, un ministre sur un plateau, est-ce que c'est de l'information, est-ce que c'est de la promotion? Ça, c'est un débat qu'on n'aura pas ici ce soir, qu'on a commencé à voir. En matière de promotion, Benoît, vous avez remarqué d'autres choses intéressantes dans un autre domaine. On parlait football tout à l'heure, on disait que ça faisait un petit peu de différence dans la durée de vos 20 heures. C'est TF1 qui a le football, c'est pas nous. Le mardi ou le mercredi. Alors, je suis tombé sur les 2 journaux du 15 septembre. Il y avait un reportage sur TF1 sur le club de Lens qui est engagé en Ligue des Champions. Ouais. Ça tombait bien puisque le lendemain, TF1 retransmettait le match, vous le disiez d'ailleurs. Alors ce soir-là, sur France 2, à la même heure, pas du tout d'autopromo, puisque grande chaîne de service public, il s'agissait d'information. Puis ce soir sur France 2, Beaumarchais l'insolent, un film d'Edouard Molinaro. Beaumarchais, c'est Fabrice Lucchini, lecteur au théâtre de textes de Nietzsche, Céline, Baudelaire et La Fontaine. Fabrice Lucchini est notre invité. Ce soir sur France 2, l'événement c'est Beaumarchais, le film d'Edouard Molinaro. Titre complet, Beaumarchais l'insolent. Pour vous mettre en appétit, quelques extraits avant le film qui sera diffusé donc à 20h50. Les téléspectateurs du 20h de France 2, c'est-à-dire d'une chaîne de service public, qui viennent pour s'informer,
Est-ce que vous pensez qu'il est bon de leur infliger la bande-annonce de la soirée qui va suivre? Je ne vois pas le problème là. Expliquez-moi le problème. Est-ce que c'est de l'information? Non, je fais partie d'une entreprise. Est-ce que c'est de l'information? Je fais partie d'une entreprise qui fait des programmes. Nous sommes d'accord, 24 heures sur 24. Que je sache, le Tour de France, par exemple, nous sommes partenaires, nous parlons du Tour de France à ce moment. C'est un programme, ce qui se passe après. Pourquoi est-ce que le journal serait déconnecté? Pourquoi est-ce qu'il y aurait un journal qui aurait un tel sentiment de supériorité qui ne regarderait pas ce qui se passe sur sa chaîne? On pourrait dire simplement le rôle du 20h, c'est d'informer les téléspectateurs. Nous informons les téléspectateurs de Beaumarchais, qui me semble être un événement important à diffuser sur une chaîne publique, parce que d'abord l'œuvre est intéressante, parce que l'auteur est intéressant, et en plus nous avons reçu M. Lucchini pour parler également de son spectacle, qui est un spectacle assez remarquable de lecture. Moi vraiment je ne vois pas le problème. Il me semble, quel que soit le journal, qu'il soit de presse écrite, de radio, de télévision, lorsqu'il est impliqué, y compris financièrement dans des spectacles ou dans des festivals, il en parle, et il en parle beaucoup. Nous sommes impliqués dans le Beaumarchais, la chaîne a investi, a coproduit Beaumarchais. Je ne vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. Donc le patriotisme d'entreprise passe avant la mission d'informer. Mais c'est la même chose. Très bien. Pourquoi? Il suffisait de vous l'entendre dire. Non, mais je ne vois pas le problème. Ce n'est pas un problème de patriotisme. Nous sommes un groupe France Télévisions. On a 2 chaînes. La 2 a mis de l'argent dans un spectacle. C'est parce que nous croyons à ce spectacle. Je ne vois pas pourquoi on dirait « Ah, mais nous, on ne veut pas savoir ce qui se passe sur le reste de la chaîne. » Les journalistes ne seraient pas intéressés par ce qui se passe pendant 20 heures sur leur propre chaîne. Moi, je suis solidaire de tout ce qui se passe sur ma chaîne. Je l'assume, je le revendique. Et quand Patrick parle de football, c'est parce que c'est la chaîne qui a malheureusement pour nous beaucoup de contrats de foot. Et tant mieux qu'ils en parlent. Moi, j'aime bien le foot, en plus. Sauf qu'on ne parlait pas assez de Nantes. Et puis, est-ce que ça vous paraît tout à fait absurde? On parle pour la première fois de l'arrivée de Lens en Ligue des Champions. Mais c'est un événement sportif majeur. Mais dès lors que ce sont des événements, ce qui nous intéresse, enfin moi ce qui m'intéresse, ce serait peut-être que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que comme c'est un événement, que journalistiquement, Claude Sérillon décide d'en traiter dans son journal de France 2, et que inversement, comme Lucchini, c'est un événement dans Beaumarchais, vous en parliez. Moi j'ai fait une ouverture il n'y a pas si longtemps, un titre d'ailleurs, sur l'Open de Bercy, qui est retransmis par la 2, ça ne me pose aucun problème, et ça ne lui posera pas de problème. Il est retransmis à quelle heure en ce moment sur la 2 et la 3? Un petit peu tard, mais je crois que ça va s'arranger. Très bien. Je ne vois pas pourquoi est-ce que l'information s'exclurait du reste d'une chaîne. Vous l'avez dit. Vous êtes sur une chaîne, ça vous intéresse ce qui se passe sur Arte quand même, non? Absolument, absolument. Il vous arrive d'en parler des programmes d'Arte? Ça nous arrive comme on parle du reste, oui. Moins que de TF1, de France 2, ce qui nous vaut le plaisir de votre présence aujourd'hui. Le plaisir, hein? Dans le plaisir, il y a perversion. C'est le meilleur plaisir. Oui, c'est le plus fort, comme vous le savez. Je suis d'accord avec vous. Le dernier élément qui nous intéresse de décrypter dans vos 2 journaux, c'est la manière dont l'un et l'autre vous traitez des affaires politico-financières. Alors, on a pris tout à fait arbitrairement une de ces affaires qui est le financement du Parti républicain. Cette affaire connaissait un rebondissement ces dernières semaines. Voilà d'abord comment il en était traité sur TF1. Enfin, l'ancien directeur de cabinet d'Édouard Balladur à Matignon a été entendu comme témoin dans l'affaire du financement de l'ex-parti républicain. Selon lui, Matignon n'a jamais contribué au financement d'aucun parti politique. Bien, une brève, quelques secondes, il ne comprenait pas grand-chose. Le même soir sur France 2. L'ancien directeur de cabinet de M. Édouard Balladur, alors Premier ministre de mai 93 à mai 95, M. Nicolas Bazir, a été entendu comme témoin à propos du financement de l'ex-parti républicain. M. Bazir a contesté l'utilisation des fonds secrets et il a affirmé qu'il n'avait jamais contribué au financement d'aucun parti politique. Alors là, on avait le nom de l'ancien directeur de cabinet. On avait le nom. Mais alors, le téléspectateur qui tombait là-dessus, qui n'avait pas suivi les épisodes précédents du feuilleton, convenait avec moi qu'il avait du mal à saisir la portée de l'événement. Aussi bien vous lire dans les deux. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Je vous en donne un troisième. Je peux vous en donner un troisième? Vous m'avez invité, si je peux parler 3 secondes derrière vous et derrière Claude, si je peux de temps en temps intervenir. Vous voulez pas entendre Canal+? Ah bah si vous voulez donner Canal+. Vous êtes en avance de 17 secondes. Quelques jours plus tard sur Canal+. Du nouveau dans l'affaire des fonds litigieux du Parti républicain. Après l'audition de Nicolas Bazir, ancien chef de cabinet d'Édouard Balladur, par les juges Joly et Wisniewski, la thèse des avocats de François Léotard ne tient plus. Les 5 millions de francs du prêt douteux au PR ne viendraient pas des fonds secrets de Matignon. La question, c'est de savoir d'où ils sortent. Ces 5 millions. Au vrai journal, nous cherchons plutôt du côté des mirifiques commissions sur un marché d'armes avec l'Arabie Saoudite. Pascal Henry et Stéphane Ravion ont poursuivi l'enquête. Bref, l'ancien ministre va devoir revoir sa défense.
Est-ce que j'ai le droit de poser une question Non, parce que je n'ai jamais le droit d'y répondre, donc, mais reposez vos questions en boucle. Non, simplement, moi j'estime, bon là en plus il s'agit d'une émission qui est arrivée 3 jours après. Qu'est-ce que nous savons d'ailleurs, tous les deux, nous-mêmes? Qu'est-ce que le monde savait du contenu exact de l'audition de Nicolas Bazir ce jour-là, comme témoin dans l'affaire? On n'en sait rien. Non, mais selon une source informée. Non, mais comme moi-même, je le dis aussi. Il a contesté, il aurait contesté. Mais je n'en suis pas sûr, pour vous dire la vérité, j'en suis pas sûr. Si, l'ancien directeur de cabinet d'Édouard Balladur. Mais le nom de Nicolas Bazir n'est pas à ce point connu que, je suis désolé, l'ancien directeur de cabinet du Premier ministre a son importance. Si vous dites qu'il a contesté, c'est que vous savez... Il aurait contesté, selon, parce que je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Et deuxièmement, je ne suis même pas sûr, franchement, alors là c'est un débat qu'on pourrait avoir les uns et les autres. Je ne suis même pas sûr que ça méritait une brève. Parce qu'il était... Vous l'avez fait quand même. Oui, mais j'en étais pas si sûr. Parce qu'il était entendu comme témoin. Car il y a des actes judiciaires qui me paraissent indispensables. Maintenant, je crois que, incontestablement, une garde à vue, une interpellation, une mise en examen, un non-lieu, une ouverture de dossier, une fermeture, ça me paraît naturel. Témoin, maintenant, on en arrive assez loin. Et quand on commence déjà à décrypter, alors que le témoin en question n'a même rien dit à la sortie du palais de justice... Pourquoi faire la brève si vous n'êtes pas sûr que ça le je vous pose la question, je trouve qu'on a des doutes. On a des doutes. Mais en l'occurrence, je ne suis pas si sûr que c'était capital. Mais en l'occurrence, à partir du moment où vous mentionnez l'information, c'est-à-dire vous dites qu'il a démenti que ce soit les fonds secrets... il n'a jamais démenti. Il n'a pas fait une déclaration sur son avocat. Non, je suis pas sûr. Il a démenti devant le juge. Il faudra regarder. Non, mais il aurait, selon les sources... Cette information absconse, rapide, sans la relier à ce qu'avait dit François Léotard auparavant, c'est-à-dire que la fameuse somme d'argent provenait des fonds secrets de Matignon et que donc ce témoignage fait s'effondrer la version Léotard, est-ce que c'est pas faire une faute professionnelle? Est-ce que c'est pas manquer de resituer cette information dans son contexte? Non, comme vous y allez. Je sais pas, quelquefois effectivement on est un peu lapidaire, c'est le genre du 20h, mais surtout, alors il ne faut pas nous comparer à ce qui se passe sur la chaîne cryptée, là, parce que quand même c'est quelqu'un qui ne fait pas vraiment de l'information, hein. Il choisit 3-4 trucs qu'il traite dans un journal. C'est pas comparable à un journal de 20 heures. Parce que dans ces cas-là, ce jour-là, vous pourriez lui demander pourquoi il n'a pas traité, je sais pas, la filière porc ou machin. C'est des choses qu'il aime. En l'occurrence, là, vous ne trouvez pas qu'il donne une information importante que vous ne donnez pas? Je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup mieux compris, et puis il n'a rien démontré non plus. Si, après, il y a un reportage très long après. Mais je pense que, vous êtes un peu rapide là, en disant faute professionnelle, comme vous y allez, parce que dans ces cas-là, il faudrait incriminer toute la profession. C'est une question. Il ne faut quand même pas oublier ce qu'on a fait les uns et les autres sur l'affaire en question, dès le départ, c'est-à-dire sur l'affaire du financement du Parti républicain. Toutes les affaires judiciaires, c'est plus compliqué. D'abord, pour moi, pour avoir vu ça pendant pas mal d'années à l'extérieur, je pense que ça pose tout un tas de problèmes de respect du secret de l'instruction, qui est vraiment bafoué par les journalistes, mais par les juges. C'est insensé quand même qu'ils puissent... J'ai entendu encore l'autre jour qu'un juge donnait les PV. Quoi. Enfin bon, moi, ça me semble être un peu insensé. Donc là-dessus, c'est vrai que quand on donne une information en brève, je pense que, et la une et nous, on se pose la question de savoir ce que ça vaut. Je sais qu'hier, par exemple, j'en ai attrapé une parce que je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire en 15 secondes, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux expliquer en 1:30 ? Je n'ai pas le temps de le donner en 1:30, donc est-ce que je donne quand même en 15 secondes ? C'est une réflexion. Quelquefois, on peut se tromper. Ça m'arrive. Quelquefois, il faut quand même le faire parce que c'est être présent et rappeler qu'il s'est passé quelque chose. D'une manière plus générale. Voilà, moi, je ne serais pas catégorique là-dessus. Hein. D'une manière plus générale, et surtout quand on vous compare à d'autres formes d'information, comme par exemple le vrai journal de Carl Zéro sur Canal+, on a le sentiment d'une très grande réticence de vos deux journaux. C'est pas un journal, je peux finir ma question ? On a le sentiment d'une très grande réticence de vos deux journaux à traiter les affaires je viens de vous le dire à l'instant, Daniel Schneiderman. Ce qui me semble avoir été le plus important, c'est ce que nous avons fait les uns et les autres, je crois, sur la 2 comme sur la 1, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu sur la place publique l'affaire du financement du Parti républicain, de le bien traiter. Et on l'a suffisamment bien fait, je le crois, avec notamment le jour où François Léotard et son directeur de cabinet ont été mis en examen. Là, c'était important. Ces choses ont été dites. Après le développement de la procédure, on pourrait y revenir à loisir. Je suis persuadé qu'il y a dû avoir au moins le téléspectateur de septembre, il n'a pas forcément de nouveaux témoins qui sont passés. Il ne faudrait pas le je ne suis pas d'accord avec vous sur les affaires politico-judiciaires, mais je crois
Je sais qu'il y a des journalistes à la rédaction qui ont fait très très bonnes choses que j'ai pu voir ces derniers mois, et j'étais pas au journal, donc je le dis très tranquillement. Non, je pense que justement, c'est une des grandes marques d'ailleurs de l'indépendance qu'ont pris les chaînes, et notamment la chaîne sur laquelle je travaille, pour traiter toutes les affaires. Je crois pas, simplement, vous pouvez pas, à chaque fois qu'il y a une personne qui est entendue, surtout comme témoin, refaire un sujet de 3-4 minutes. Parce que là, vous en sortez pas, parce que c'est que tous les jours qu'il faudrait le faire quasiment. Et puis, soyons francs aussi, il y a un aspect répétitif des choses. Et bref, non, oui, un aspect répétitif. Lorsqu'on a les uns et les autres sortis, on peut dire qu'on l'a sorti, l'affaire Urbain, parce que là, l'affaire Urbain a été difficile à extraire, au forceps, et qu'on en a beaucoup parlé. C'était en 1990, à ma connaissance. C'est difficile. Ça s'est passé dans des conditions de pression qui étaient très violentes. J'en sais quelque chose puisque nous avons fait dans notre magazine Le Droit de Savoir des très très nombreuses enquêtes là-dessus. Et qu'après, lorsqu'est arrivé le financement du CDS, le financement du PR, le financement du RPR, le financement du PC, où d'ailleurs tout le monde, tous les chefs de parti sont mis en examen, il est sûr qu'on est retombé sur les mêmes schémas. Donc peut-être que l'intérêt s'est un peu émoussé, et que d'une certaine façon les gens ont compris comment ça fonctionnait, et surtout ont compris que c'était un fonctionnement ancien. C'est-à-dire que quand c'est plus nouveau, ça cesse d'être scandaleux. Il y a non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça? Mais non, mais je résume de manière schématique la pensée. Je suis en train de vous dire que le mécanisme étant le même, le mécanisme étant d'une époque passée, il n'est pas absurde qu'on en parle peut-être un peu moins que lorsqu'arrive la première émotion qui est forte, et qui entraîne une réflexion qui, elle aussi, est forte. Merci à tous deux. Les téléspectateurs pourront continuer à zapper sur vos deux journaux à partir de lundi. Rediffusion de cet arrêt sur image jeudi à 10h50. Et si vous regardez cette rediffusion, prochain arrêt sur image dimanche prochain à 12h30. Au revoir à tous. Dans quelques instants, les lumières du music hall. Hello. Pour acheter votre maison, vous allez interroger votre banquier, bien sûr. Mais vous savez, AB National peut aussi vous aider. AB National. Nous ne sommes pas encore très connus en France, mais pour les emprunts immobiliers, nous sommes déjà numéro 2 en Europe. AB National. Parce que nos taux sont très petits. AB National. AB National, les gentlemen prêteurs. Il n'y a pas que votre banquier qui puisse vous aider. Nos taux commencent à 3,95%. Renseignez-vous au 0800 395 395. En Suède, les jours durent parfois si longtemps qu'on ne se souvient plus si on a pris son petit déjeuner. Déjà pris, Igmar. Chris Prolls, l'un des meilleurs moments de la vie suédoise. Igmar, il manque un Chris Prolls à la cardamome. Bonjour Président, voici le projet d'équipement conçu pour nos agents. Identité. Ordinateur VTech, nom de code Genius 9000. Caractéristiques. Écran géant couleur, connexion imprimante PC, 63 activités, 6 niveaux de difficulté. Spécialité. Il parle 3 langues. Il en sait trop. Annulez immédiatement le projet. Mais, Président... S'il tombait entre certaines mains, tout pourrait arriver. Genius 9000 de VTech. Tu l'as entre les mains, le monde de demain t'appartient. Qui n'a pas un jour rêvé du nouvel Opel Frontera? Avec son moteur Ecotec DTI 16 soupapes, aussi sobre que performant. Et qui passerait de 2 à 4 roues motrices sur simple pression d'une touche. Qui n'a pas un jour rêvé du nouvel Opel Frontera, encore plus stable, grâce à son nouveau châssis indépendant? Qui n'a pas un jour rêvé devant la ligne du nouvel Opel Frontera? Opel Frontera, un nouveau penchant pour l'aventure. T'as envie de muscler ton cerveau? Ah oui, comment? Rien de plus facile avec le grand jeu de la 5e, alors accroche-toi. Les questions défilent tous azimuts. Cinéma, histoire, musique, science, et si tu gagnes, tu reçois des cadeaux. C'est pour vous par téléphone, 08 36 68 14 05. Mais arrêtez! Tu es devenue folle ou quoi?
Non, ça, je savais que tu étais un Minus, mais alors à ce point-là... Si je ne l'avais pas été, comment aurais-je pu faire confiance à un type comme toi? Un homme ordinaire dans une période pas ordinaire. Monsieur Klein de Joseph Lozay, demain 16h10 sur la 5e. La meilleure façon de trouver un client, c'est de lui répondre quand il vous appelle. C'est pas la place qui manque. C'est pas non plus les clients qui dérangent, remarque. Pourtant, t'es d'accord, on fait du bon boulot. Un appel sur 4 n'aboutit pas. Pour choisir la meilleure solution, France Télécom propose aux professionnels un diagnostic gratuit. 1, 2, 3. Petit Basile est là. Un nouvel ourson malicieux débarque avec tous ses amis. Rouge, bleu, vert, leur monde pétille d'aventure et de jeux. Retrouve Petit Basile dans l'île des pirates et drôles d'école. Petit Basile, de vidéocassettes pour les tout petits. Hip hip hip, hurrah! On se retrouve un jour, oui. Pour savoir à qui appartenait ce numéro de téléphone, Jacques a fait 3617 annule le numéro à l'envers. Ceux qui ont brûlé les livres voudront peut-être brûler aussi l'Internet, car nous en avons fait l'outil idéal de la liberté et de la culture. Club Internet, le club le plus ouvert de la planète. Les forces de Serge Lama, ce sont sa voix, son rire et son courage. Au cours de sa carrière...